Aujourd'hui, je voudrais encore vous parler de fantômes, mais aussi d'amour. On revient en ellipse sur David Foster Wallace. Pas n'importe quel David Foster Wallace, c'est surtout en fait une phrase. Et je reparlerai du livre à un autre moment, mais il faut que je le relise comme tout Wallace, il faut que je le lise plusieurs fois. Je sais pas, peut-être pour comprendre, je dois être longue à la détente. C'est Le Roi Pâle. Alors c'est amusant parce que le bandeau rentrez chez vous, lisez, il est bien antérieur au confinement. Je sais plus quand je l'ai acheté ça, mais ça doit faire au moins 3 ans. Au moins 3 ans sans contredit. Et en fait, c'est une phrase qui me retient aujourd'hui et que je voudrais évoquer. J'ai mis du temps à la retrouver parce que bizarrement, je ne l'avais pas notée, je n'avais pas noté la référence et je ne l'ai même pas souligné dans le livre. Donc j'ai fini par choper une version anglaise du Roi Pâle, c'est Pale King, qui est le roman posthume de David Foster Wallace. Et cette phrase d'ailleurs a donné son titre à une des biographies de Wallace, dont je viens d'apprendre qu'elle a été traduite en français en 2017, donc je ne suis pas une rapide. Et je crois qu'il avait été publié en 2011, et je vais mettre ça correctement en... Ouais, c'est ça, 2011 aux États-Unis, 2012 au Diable Vauvert pour la traduction française, là on est chez J'ai lu, donc pour le poche. Comme ça c'est pratique pour le métro. 9,90 mon édition, traduit par Charles Recourcé. Alors, très rapidement sur le Roi Pâle, le projet de David Foster Wallace, c'était de faire un livre sur l'ennui, ce qui est une suite très très logique à Infinite Jest, à l'Infini Comédie. Et ce faisant, donc, il n'a pas trouvé mieux, et je suis assez d'accord avec lui, du moins, parce que je suis pétrie de préjugés, c'est-à-dire de faire un livre qui se déroule dans un centre d'impôt. Et c'est un livre qui parle de l'ennui. Mais moi, je vais parler d'une phrase, et d'une seule phrase dans ce livre, qui est du David Foster Wallace, donc c'est du pavé, et qui arrive au chapitre 25, c'est la fin du chapitre 25, où on est à un moment d'espèce d'accélération de l'ennui, parce que là, on passe en effet double colonne, comme dans les Bibles. C'était pas le cas dans l'édition anglaise que je viens de feuilleter. Et on a, je vais l'attraper en cours de route. Sandra, donc je suis page 426, c'est donc 427 de mon édition. Sandra Ponder redresse légèrement sa tête et la balance en arc pour étirer son cou, puis elle se penche à nouveau pour examiner une page. Howard Cardwell tourne une page, pour la plupart aussi droit mais penché en avant au niveau de la taille afin de réduire la fatigue du cou. Boris Kratz tourne une page. Olive Borden hisse le petit drapeau articulé sur son casier 402, c'est vide. Ellis Ross commence à tourner une page puis s'arrête pour revérifier quelque chose plus haut sur la page. Bob Mackenzie racle du mucus sans lever les yeux. Bruce Groovy Channing titille sa lèvre inférieure avec le bouchon d'un stylo. Anne Williams renifle et tourne une page. Matt Redgate tourne une page. Paul Hoff ouvre un tiroir et regarde à l'intérieur et referme le tiroir sans rien prendre. Howard Cardwell tourne une page. Sur 2 murs, le lambris peint en rose. Baker Miller. Or, Jarvis Brown tourne une page. Une unité par rangée, 4 rangées par colonne, 6 colonnes. Elpidia Carter tourne une page. Les lèvres de Robert Atkins bougent en silence. Bruce Groovy Channing tourne une page. Letty Sexton tourne une page avec un ongle long et violet. Ken Wax tourne une page. Chris Fogel tourne une page. Rosalind Brown tourne une page. Chris Askety Space signe un mémo 20. Harriet Candelaria tourne une page. Anne Singh tourne une page. Ed Shackelford tourne une page. 2 horloges, 2 fantômes, un demi-hectare de miroir caché. Ken Wax tourne une page. Jay Landauer touche distraitement son visage. Toutes les histoires d'amour sont des histoires de fantômes. Rein Obchak tourne une page. Matt Redgate tourne une page. Olive Borden se redresse et lève une main avec 3 doigts ouverts en direction du pousseur de chariot. David Kusk tourne une page. Elpidia Carter tourne une page. Température humidité extérieure 37 degrés 74%. Howard Cardwell tourne une page. Bob Mackenzie n'a toujours pas craché. Len Dean Jr. tourne une page. Chris Askety Pace tourne une page. Ryan Obstrak tourne une page. Le chariot remonte le côté droit de la salle avec sa rookie Queen. 2 autres dressent aussi dans la 3e rangée. Se dressent aussi. Harriet Candelaria tourne une page. R. Jarvis Brown tourne une page. Paul Howe tourne une page. Ken Wax tourne une page. Joe Barronman tourne une page. Anne Williams tourne une page. Et on passe ensuite au chapitre 26, qui va reparler de fantômes. Mais évidemment, vous l'avez compris, la phrase, c'est « Toutes les histoires d'amour sont des histoires de fantômes », qui est une des phrases qui donc a
hanté David Foster Wallace et qui m'a moi-même hanté depuis. Et je sais que c'est une phrase qui n'a pas beaucoup plu dans mes différents couples, alors que j'ai trouvé une pertinence assez importante. Alors que je suis dans une période où on va dire que je fais le ménage dans le couple et dans les ex, et où les ex dégagent, et où je passe de la meilleure moitié de moi-même à être une femme entière, ce qui n'est tout de même pas rien, cette phrase revient. Elle revient au passé et elle revient aussi parce que je l'ai beaucoup médité pour parler des violences sexuelles et de comment la colonisation amenée par les violences sexuelles a une dimension spectrale et nous transforme en fantômes. Je vais faire une vidéo pas très marrante mardi. Si vous n'êtes pas en forme, ne la regardez pas. Mais elle sortira mardi, en fait elle est déjà tournée. Là, il s'agit de parler d'amour. Qu'est-ce qui se passe dans cette phrase? Déjà, elle amène un genre de décrochage, comme une surprise, presque. C'est l'équivalent d'une image subliminale au moment donc d'un ennui, qui est celui donc de la description, et puis c'était bien plus long, hein, tourne une page, tourne une page, tourne une page, etc., qui décrit les activités dans ce centre d'impôt. Et là, je dis tout et rien sur ce roman, hein, en disant ça. Il faut vraiment que je le relise, ça ne pourrait pas. C'est vraiment un roman extraordinaire. Il y a tellement de romans extraordinaires. Il y a ceux que je n'ai pas encore lus et ceux que j'ai envie de lire. Et je ne vous parle pas de ceux que j'ai envie d'écrire et que je commence à écrire. Là, qu'est-ce qui va se passer? Toute l'histoire d'amour, c'est une histoire de fantôme, donc qui est traduite un peu différemment pour le titre de la biographie. Je crois que c'est chaque histoire d'amour est une histoire de fantôme. C'est vachement moins joli. Là, c'est... Bon, Recourset a bien bossé sur celle-ci. Toutes les histoires d'amour sont des histoires de fantômes, et comment ça apparaît? Alors, c'est une phrase qui a visiblement hanté David Foster Wallace. J'ai eu un aperçu du bouquin, donc qui apparaît très tôt dans ses papiers, qui va revenir, et qui est aussi souvent, on va dire, mise en pratique ou illustrée. Ce qui m'intéresse déjà, c'est le décrochage qu'elle va amener, en tant que presque phrase subliminale, si l'on peut dire, qui peut amener un temps d'arrêt, et en même temps, qui va aussi s'insérer dans cette espèce de routine elle-même spectrale, et c'est sur cette spectralité routinière que va s'ouvrir le chapitre 26. Je n'ai pas relu, j'ai juste repensé à cette phrase et je me suis dit, c'est le moment de parler de fantômes, c'est le moment de parler d'amour. Et en même temps, dans cet amour, toutes les histoires d'amour sont des histoires de fantômes. Ce qu'on va y trouver, bon, c'est cette phrase de Lacan, on pense qu'on veut de Lacan, mais la phrase m'avait beaucoup marqué, que aimer, c'est donner ce que l'on n'a pas à quelqu'un qui n'en veut pas. Et c'est aussi donc se jouer de fantômes et de fantasmes. Et que c'est très difficile de sortir de ces hantises. Et cette hantise, elle va passer notamment par ces phénomènes d'attente, de mise en attente, que décrit très bien Roland Barthes dans Fragments d'un discours amoureux. Toutes les histoires d'amour sont des histoires de fantômes. Rappel, bien sûr que fantôme et fantasme ont la même étymologie, et que ce qu'on aime, c'est déjà une idée que l'on a de l'autre, mais aussi, et ça c'est par rapport à ce rythme de la phrase, que l'amour est lui-même une espèce de sublimité, un arrêt au moment de cette routine, et en même temps il n'est qu'un arrêt, lui-même spectral et fantomatique. En fait, l'amour, c'est du fantôme sur du fantôme. C'est un fantôme amoureux sur le fantôme de la routine. Le fantôme que l'on imagine est celui qui nous fait donc vivre, ou qui peut nous donner envie de vivre, sur le fantôme que l'on est, dans la routine que l'on a. Et c'est là qu'est tout le paradoxe, c'est qu'aimer, en même temps, nous donne envie de vivre et de choisir la vie et de se sentir vivant. Et quand je dis aimer, en fait, c'est assez large, même si là, il s'agit plutôt d'amours érotiques, donc dans le sens antique, je sais pas, de couple. Mais que, en fait, sous le nom d'amour, se trouve aussi, par exemple, l'amitié, Philistia. Et ça, c'est... Voilà, l'amour, c'est le nom du lien. Toutes les histoires d'amour sont des histoires de fantômes, ça nous apparaît comme ça, comme une espèce de flash d'éclair de génie, et qui en même temps aussitôt oublié, puisque ces fantômes peuvent justement, ces fantasmes finalement peuvent être rattrapés par les fantômes. Mais, et là c'est vraiment la lecture de Barthes comme la tristesse de mes expériences personnelles amoureuses qui m'amène vraiment à cette idée que cette espèce d'attente passive revient à se jouer un genre de théâtre d'ombre pour soi-même, comme des fantasmagories que l'on se joue et dont on sait dans le même temps que l'on en est les marionnettistes. Et là, je pense à toute la beauté que l'on peut projeter
sur quelqu'un qui n'est même pas tout à fait son genre, ou dont on connaît en tout cas la médiocrité. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve aussi assez intéressant. Cette façon que l'on peut avoir de se duper de soi-même, de se retrouver hanté par quelqu'un, alors même que l'on sait qu'on joue la fantasmagorie. Et qu'on aime peut-être plus aimer qu'on aime réellement les personnes. Ça dépend des moments. Mais encore, à notre niveau, toutes les histoires d'amour sont des histoires de fantômes, parce que l'amour contient toujours en lui-même la perte. Alors, les histoires d'amour finissent mal en général. Mais en fait, ça c'est vraiment une idée que j'ai eue assez tôt et qui est profondément déprimante. Que finalement, ça ne peut pas ne pas mal finir, puisque, dans le meilleur des cas, l'autre décède, disparaît, ou sinon au rond. Ça, c'était une idée un peu adolescente. Maintenant, je sais qu'il y a de belles fins. Et qu'il y a des façons de se séparer, ou de mourir en aimant. Et c'est aussi ça que je suis en train de comprendre en ce moment. Toutes les histoires d'amour sont des histoires de fantômes, justement parce qu'on peut aimer quelqu'un en sachant déjà qu'on en aime celui qui sera bientôt un fantôme et qui ne sera plus qu'une projection pour soi, mais qui a bien été là. Et ça, c'est dans la perspective, je pense à la femme de David Foster Wallace, donc sa veuve, c'est extrêmement déchirant, par exemple. Mais il y a quelque chose, donc toutes les histoires d'amour sont des histoires de fantômes, parce qu'on sait aussi qu'à un moment, on n'aimera plus qu'un fantôme, et qui sera donc un fantôme au carré, puisqu'il sera une projection souvenante de quelque chose qu'on a aimé, mais en tout cas qu'on a cru aimer et qu'on a pu ainsi transformer et agiter sur le théâtre de nos marottes. Alors c'est un roman qui est vraiment surprenant, parce que c'est un très long roman sur l'ennui, c'est un roman inachevé, que j'ai trouvé, alors là je vraiment parle de souvenirs, c'est-à-dire sur des fantômes de livres, des spectres, des réminiscences. C'est un roman que j'ai trouvé extrêmement doux, et en le refeuilletant là extrêmement rapidement, je suis retombée, et ça m'est revenu, sur des histoires extrêmement sordides et difficiles. Et c'est vrai que j'ai une tendance à quand même ne pas avoir peur du sordide, et peut-être même à avoir une forme de complaisance, on peut parler de traumatophilie, mais en tout cas à chercher à mettre, c'est une de mes expressions, les doigts dans la douleur, et cela pour racler la plaie, et comprendre comment ça fonctionne, ce qui va faire mal. Et ça fonctionne sur des demi-riens et sur des virtualités. Et en même temps sur quelque chose que j'avais appelé Trivialia, qui est le retour sordide à la réalité. Le réel, c'est quand on se cogne, disait toujours Lacan. Et j'avais un jour dit, le réel, c'est quand on se fait cogner. Parce que ça fait encore plus mal que juste se cogner, que juste la douleur. Et c'est-à-dire que le réel, chez David Foster Wallace, il passe vraiment par la violence donnée, mais surtout subie. Et c'est là où il est vraiment étonnant, c'est qu'il a compris ce besoin de divertissement et comment l'amour lui-même peut être un divertissement, mais finalement tout aussi spectral quand on est dans un monde d'ennui lié à la consommation, à la routine, à la vie dont on ne sait pas si on a envie de la mener, ou en tout cas si on avait envie de la mener de la façon dont on la mène, et qui spectralise, c'est-à-dire qui va désincarner, qui va décharner l'existence et le réel. Et donc toutes les histoires d'amour sont des histoires de fantômes parce qu'elles vont mettre ces histoires d'amour, elles vont mettre en scène, elles vont agiter des fantômes comme on agite de ces grelots, mais dans le même temps ce sont donc des fantômes aimants. Et ces fantômes d'amour, ou ces amours de fantômes adorables, c'est des puccini, je ne sais plus comment on appelle les petits anges en italien, ils sont aussi capables d'amour. Et c'est, hop, là j'ai encore envie de le renverser. C'est quelque chose comme le fantôme capable d'amour et donc de hanter par exemple un lieu, ça ce sont un peu les légendes de Dame Blanche qui nous ramènent à cela, en plus des vengeances, etc. qui m'intéressent. Mais il y a quelque chose dans la hantise, c'est-à-dire en fait le fait de soi-même hanter, rôder par exemple, être obsessionnel, et donc on est hanté, quand on rôde c'est qu'on est soi-même hanté, et que finalement on réalise spatialement ce qui est notre parcours mental.
Lorsqu'il y a une hantise, il y a donc quelque chose comme de l'amour insatisfait. Mais ce que je veux retenir, c'est que si les fantômes peuvent être incivils, c'est un titre d'un livre que j'ai acheté et que je n'ai pas encore lu, les fantômes sont capables d'amour. Et c'est ça, en fait, peut-être qui me frappe le plus dans cette phrase, oui. Toutes les histoires d'amour sont des histoires de fantômes qui arrivent comme la claque qu'on se prend dans la gueule. Il y a ça. Il y a cette idée que le fantôme est capable d'amour parce que n'étant pas tout à fait mort, en demi-vie, comme on voit chez Volodine, il se rattache encore à ce qui fait vivre et qui passe par l'amour. Alors c'est super chrétien, mais on a aussi dans le même temps cette idée que l'amour va spectraliser. Mais quand vous dites que le royaume de Dieu est parmi nous, vous vivez dans une métaphore. Et cette métaphore, ça j'en parlais dans Lynch et les métaphores, peut-être que c'est celle-là que je mettrai en fin de vidéo, elle ramène à quelque chose qui est de l'ordre d'un surréel. C'est pas du surréalisme, c'est comme de la réalité augmentée. Vous faites advenir par la parole. Et en fait, quand on parle de choses, on va dire, morales, intellectuelles, spirituelles, comme l'amour, et ça on le sait quand on a été amoureux, très amoureux, mais même quand on est phèdre, et qu'on n'aime pas la personne qu'il faut, c'est là aussi que sont les fantômes. Hein. Toutes les histoires d'amour sont des histoires de fantômes, parce que je sais que cet amour est une violence et une brutalité qui ne va pas être dissible, c'est toi qui l'as dit, sans dégâts. Qu'attends-tu de tant de violence? Tu frémirais d'horreur si je brisais le silence. Et moi, ça c'est vraiment une phrase qui me parle de violence sexuelle, mais c'est aussi une phrase qui va en fait figer un ordre, une réalité telle qu'elle est, et lancer une logique. Et à ce moment-là, c'est comme dans cette chanson-là, Albin de la Simone Jeanne Chéral, hein, je t'aime, enfin, ces mots stupides. Elle est jolie cette chanson, que l'on regrette de dire. Il y a quelque chose qui, en fait, du moment où on aura dit à quelqu'un, on aura avoué son amour à une personne, là je parle plus de relations amoureuses, hein, à ce moment-là, il y a quelque chose qui s'est figé, qui peut ou non détruire l'amour que l'on ressent, mais qui va être inéluctable et entraîner d'autres logiques dont on n'a plus la maîtrise. C'est ce que montre Phèdre aussi. Pas seulement histoire d'un amour impossible, interdit, coupable, adultère. Phèdre, c'est d'abord une histoire d'amour. Et donc, toutes les histoires d'amour sont des histoires de fantômes, parce que même les employés du centre d'impôt sont capables d'amour. Alors voilà. Cet amour, après, il n'est pas non plus sans ambiguïté. Je vous dis à bientôt.